Bonjour à tous et bienvenue dans Interaction épisode 72. Syrie vers une nouvelle crise régionale, nous posons la question. Le retrait américain impulsé par Donald Trump le 6 octobre a d'ores et déjà permis le succès d'une opération militaire turque en Syrie. La fin de la présence américaine dans la région aiguise les appétits des autres forces en présence, à savoir bien sûr la Russie et l'Iran. Alors l'histoire retiendra-t-elle cet épisode comme une simple petite parenthèse militaire de quelques jours ou bien comme le début d'une nouvelle crise profonde dans la région? Voilà les questions que nous posons aujourd'hui à nos invités. Agnès Levallois, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste du Moyen-Orient, vice-présidente de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études Méditerranée et Moyen-Orient. À vos côtés, Dorothée Schmidt, bonjour. Bonjour. Responsable du programme Turquie et Moyen-Orient à l'IFRI. Et puis nous sommes également en ligne avec Adrien Joms, le correspondant du Figaro à Washington. Bonjour Adrien. Bonjour. Allez, commençons tout de suite. Chers amis internautes, n'oubliez pas d'ailleurs que vous pouvez commenter et nous poser toutes vos questions en ligne sur le Figaro.fr et sur notre page Facebook. Nous sommes là pour y répondre. Un peu de contexte d'abord avec vous, Dorothée. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui de cette offensive turque en Syrie? Trump, hier, dans une conférence de presse, a parlé de grands succès et a promis d'ailleurs de lever les sanctions déjà pour la Turquie. Donc ça veut dire que tout est terminé ? L'intervention turque, l'opération turque est terminée puisque les Turcs ont obtenu à peu près ce qu'ils souhaitaient, au moins sur un des points de leur objectif qui était de dégager la frontière syro-turque de l'influence des combattants kurdes, donc de ces fameuses forces démocratiques syriennes qui sont essentiellement constituées de combattants kurdes dont les Turcs considèrent qu'ils sont proches du PKK, donc de cette guérilla séparatiste qui se bat contre l'État turc depuis plusieurs dizaines d'années. Le deuxième point de l'offensive turque, c'était la relocalisation des réfugiés syriens. Donc ça, c'est parler de l'avenir de la Syrie. Évidemment, il est clair que cet objectif-là sera beaucoup plus difficile à remplir. Mais pour le moment, l'idée est que Erdogan a obtenu gain de cause sur à peu près tout ce qu'il demandait initialement aux Américains. Et finalement, ce sont les Russes qui lui ont donné ce qu'il souhaitait. Et donc les soldats américains se sont retirés, ont commencé en tout cas à se retirer. Ils se retirent d'ailleurs progressivement vers l'Irak. Ils rentreront bientôt chez eux. C'est en tout cas le message de Mark Esper. C'est très court, vous allez l'entendre, le secrétaire américain à la Défense qui était en visite mardi en Arabie Saoudite. The aim isn't to stay in Iraq interminably. The aim is to pour soldiers out and eventually get them back home. Adrien, est-ce que vous pouvez nous rappeler combien de soldats américains étaient déployés dans le nord-est syrien et vont-ils tous rentrer au Bercail? Le nombre de soldats américains n'a jamais été très clairement établi, mais on pense qu'il y avait à peu près 2000 hommes au plus fort du déploiement. C'était essentiellement des forces spéciales, il y avait des unités de Marines aussi, et un peu d'artillerie qui avaient participé au dernier combat contre l'État islamique, notamment dans le sud-est de la Syrie. Combien il va en rester, on n'en sait rien, puisqu'apparemment les Américains viennent d'annoncer qu'ils laisseraient une force résiduelle dans l'est du Rojava, c'est-à-dire l'est de la Syrie, pour contrôler les champs pétroliers. Et donc il y a des tas de rumeurs qui circulent à Washington sur lesquelles il pourrait y avoir quelques centaines ou même un peu plus d'unités déployées sur ce dernier morceau de l'est syrien. Merci Adrien. Effectivement, pour l'instant, les forces armées qui sont en Irak n'ont pas vocation à le rester. C'est en tout cas le message des autorités irakiennes elles-mêmes. Agnès, on va voir avec vous déjà les premières conséquences géopolitiques de cette opération turque qui est un succès, en tout cas d'un point de vue turc. La première des conséquences, c'est la fin du Rojava. C'était ce territoire donc autrefois, j'allais dire, contrôlé par les Kurdes dans le nord-est syrien et qui avait une certaine autonomie politique. Oui, c'est vrai que ce rêve, ce projet, en tous les cas, d'autonomie des Kurdes syriens qui avaient réussi à établir donc sur ce territoire une autonomie et avec une administration qui était propre à ces Kurdes syriens, aujourd'hui, ce projet est complètement remis en question et n'existe plus. Et donc là, il y a un sentiment pour les Kurdes syriens, en tous les cas, que tout ce qu'ils ont fait, donc cette avancée considérable en termes d'implantation d'une autonomie sur ce territoire, aujourd'hui est finie. Et donc, ils se sentent évidemment complètement lâchés par ceux qui ont permis cette opération turque. Et ce semblant d'autonomie qui avait été obtenu à la faveur des circonstances des dernières années, à savoir le combat contre Daesh,
Alors, c'est vrai qu'il y a eu, si vous voulez, il y a deux étapes. C'est-à-dire que la première étape, ça a été que les Kurdes syriens, au lendemain du mouvement de contestation qui a commencé en Syrie, ont vu là l'occasion de pouvoir effectivement établir ce territoire autonome en raison de la faiblesse de l'État central et donc de l'armée syrienne qui s'était retirée de ces zones. Et lorsqu'il y a eu effectivement le combat contre l'État islamique, les Kurdes ont été renforcés puisque ce sont eux qui, sur le terrain, se sont battus pour faire partir ces combattants de l'État islamique, avec le soutien essentiellement des Américains, mais aussi d'autres forces occidentales qui étaient sur le terrain. Et donc c'est vrai que les Kurdes espéraient avoir en récompense, si je puis dire, en tous les cas, un soutien qui leur permettrait d'affirmer cette autonomie sur ce territoire. Or, ils s'aperçoivent aujourd'hui que les Américains les ont lâchés, puisque, comme ça vient d'être dit, les Américains se sont retirés. Et donc les Kurdes sont chassés du Rojava par Erdogan, qui était l'invité mardi de Vladimir Poutine à Sotchi. Et vous allez voir les deux chefs de l'État qui se sont félicités d'un accord trouvé. Vous allez écouter le président russe. В результате достаточно длительной и напряженной работы удалось выйти на решения, которые после наших заявлений будут озвучены министрами иностранных дел обеих стран с целью решения, которые, на мой взгляд, являются очень важными, если не судьбоносными, и позволят разрешить достаточно острую ситуацию, которая сложилась сегодня на сирийско-турецкой границе. Agnès Levallois, on décrit très souvent maintenant Poutine comme le nouveau maître du jeu en Syrie, depuis maintenant quelques années même. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop sur ses talents de géostratège ? Il a quand même démontré sa capacité à négocier. Il profite quand même avant tout essentiellement du retrait américain et du fait que Trump, en tous les cas, n'a plus du tout envie de s'intéresser aux affaires moyen-orientales. Et donc, il a un boulevard devant lui qu'il utilise, sur lequel il va. Donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, il a des talents, mais il profite surtout beaucoup de ce vide. Et il réagit, j'allais dire, plutôt intelligemment en fonction de ses intérêts. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on voit un Poutine, une Russie très, très présente sur le terrain, une Russie qui déjà en 2015 est venue sauver le régime de Bachar el-Assad, et donc une Russie qui continue aujourd'hui, qui voudrait en tous les cas, je crois maintenant, obtenir un succès. C'est-à-dire que je crois que Poutine ne veut pas rester indéfiniment, ne veut pas militairement rester dans la région, mais ce qu'il a besoin de montrer aujourd'hui, c'est qu'il a des talents de négociateur, des talents de diplomate, et cela est un des éléments effectivement qui correspond à ses attentes. Maintenant, ça ne veut pas dire que tous les problèmes sont réglés, loin de là, mais il engrange là, en tous les cas, concrètement, un avantage très net. Dorothée Schmidt, c'est étonnant cette entente, on va dire, entre Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan. Erdogan a quand même vu, d'après ce que j'ai pu lire, 7 fois Poutine depuis le début de l'année. Est-ce que, d'ailleurs, nous, ça doit nous inquiéter en tant qu'Occidentaux qu'un allié de l'OTAN se coordonne militairement avec Poutine ? D'abord, un petit mot sur la Russie. L'avantage comparatif énorme de la Russie, c'est la possibilité de réaliser un engagement militaire aussi en Syrie sans un contrôle démocratique trop appuyé. La Russie, elle a fait la différence aux côtés de l'armée de Bachar el-Assad massivement par des bombardements qui ont dégagé le terrain pour les troupes au sol. Mais ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'on avait aussi 4000 Russes au sol qui étaient chargés en fait d'appliquer les fameuses zones de désescalade dans les lieux où progressivement on a réduit les combats en Syrie et qui aujourd'hui vont patrouiller avec des Turcs à la frontière turco-syrienne. Donc l'engagement militaire, ça a aussi été la clé de la capacité de Poutine à ensuite pouvoir négocier, imposer éventuellement une solution politique pour l'avenir. Et ça, c'est un énorme avantage comparatif par rapport à des démocraties occidentales qui se sont retrouvées extrêmement mal à l'aise à l'idée de s'embourber au Moyen-Orient. Et par ailleurs, qui sont, en ce qui concerne notamment les Européens, ça a été suffisamment souligné pendant l'opération turque, en première ligne pour un certain nombre de dangers, d'effets de diffusion du conflit syrien, que ce soit à travers la question des réfugiés, la question du terrorisme. Et sur cette entente, et sur Poutine-Erdogan, on a une chose qui me frappe, c'est l'incroyable malentendu turco-américain sur l'ensemble de la crise syrienne. Puisqu'en fait, au départ, quand les Américains commencent à travailler avec les forces démocratiques syriennes, c'est après avoir essayé d'obtenir en vain des Turcs pendant des mois et des mois qu'ils s'engagent dans la lutte contre Daesh dans le nord-est de la Syrie. Ça ne fonctionne pas, et donc à ce moment-là, on cherche les meilleurs alliés militaires sur le terrain, et il se trouve que ce sera les Kurdes. Ensuite, on a une discussion de très long terme qui dure entre les Turcs qui expliquent qu'ils ne peuvent pas supporter cette présence, ce renforcement des YPG, ce projet
politique du Rojava à la frontière, bon, sachant que la question kurde, elle va rester de toute façon en Syrie aussi. Il y aura une forme de construction politique, mais qui ne sera pas une autonomie du même type et un projet du type PKK, ce que les Turcs refusaient. Donc ensuite, on a une discussion avec les États-Unis qui ne fonctionne pas. Et finalement, la Russie, c'était l'alternative pour les Turcs au départ. Et cette alternative, elle s'est nouée, elle s'est vraiment consolidée après la tentative de coup d'État manqué de 2016, qui a vraiment été le moment de rupture de confiance complète entre les alliés occidentaux et la Turquie. Adrien, Trump s'est livré hier à un exercice d'autosatisfaction assez particulier, hein, lors d'une conférence de presse qui était entièrement dédiée à la Syrie. Mais est-ce que ça reflète bien le sentiment de l'administration américaine, qu'elle soit politique ou militaire d'ailleurs? Non. Les rodomontades de Trump qui a annoncé qu'ils avaient obtenu, grâce à lui, un accord formidable, que personne auparavant n'avait réussi à obtenir une telle avancée sur le théâtre syrien, ne trompe personne. Il s'agit de l'habillage classique du président américain de toutes ces actions. En revanche, à Washington, y compris dans les milieux républicains et aussi au Pentagone, il y a beaucoup de gens qui sont très réticents avec cette décision, la décision de se retirer du Rojava sans contrepartie, sans négociation, et de laisser le champ libre à des puissances qui sont vues comme des adversaires comme la Russie ou comme des alliés un peu problématiques comme la Turquie. Donc, il n'y a pas, bien sûr, les États-Unis sont un pays où l'administration obéit au président et où il n'y aura pas forcément de conséquences directes, mais en revanche, non, on ne sent pas un soutien énorme pour cette mesure. Mais justement, c'est la question que j'allais vous poser. Il n'y aura pas d'incidence où les républicains qui contrôlent quand même notamment le Sénat, et le Sénat, on sait qu'il a une importance particulière dans la politique étrangère américaine, n'ont pas de possibilité de peser sur la politique étrangère du président? Je crois qu'il ne faut pas surestimer, aux États-Unis comme dans d'autres pays d'ailleurs, je crois qu'il ne faut pas surestimer l'importance de la politique étrangère sur la politique intérieure. Le Sénat est effectivement dans sa grande majorité républicain. Les représentants, c'est-à-dire les élus à la Chambre des représentants, ont voté il y a une dizaine de jours une motion qui condamnait le retrait américain de Turquie, mais qui était une motion qui n'avait pas vraiment rien d'obligatoire. Et je pense que les élus républicains du Sénat savent très bien que leurs électeurs soutiennent Trump. Ils n'ont pas forcément envie de se retrouver en porte-à-faux avec le président, même si ils peuvent être en désaccord ponctuel avec ses décisions. Je voulais aussi vous faire écouter très brièvement une réponse de James Jeffrey. C'est l'envoyé spécial américain en Syrie. Il était auditionné cette semaine par la Commission des Affaires étrangères du Sénat. Écoutez. So my question is, were you consulted about the withdrawal of troops as was recently done? I personally was not consulted before the December. Not consulted, even though you are the special envoy here in the context of Syria. Voilà, c'était simplement pour vous montrer qu'il y a une décision Trump et il y a quand même des réticences derrière, que ce soit dans son propre clan ou parmi les militaires. Agnès Levallois, parlons un petit peu de l'Iran, car on a beaucoup parlé des Russes, les nouveaux maîtres du jeu. Mais l'Iran, est-ce que l'Iran se frotte les mains de ce retrait américain? On peut supposer que oui. Oui, parce que ça facilite la tâche des Iraniens et ça leur permet de mettre en pratique ce rêve qu'ils ont de corridor, ou ce projet en tous les cas de corridor qui permet d'aller de l'Iran en passant par l'Irak, la Syrie et pour aboutir au Liban. Donc le fait qu'il y ait des troupes américaines était quelque chose quand même qui compliquait ce projet de corridor dans lequel les Iraniens peuvent mettre des hommes à eux, soit carrément des Iraniens ou des milices qui leur sont proches. Donc le fait qu'il y ait ce retrait des soldats américains, ça permet de mettre effectivement en place ce fameux corridor. Donc pour les Iraniens, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça permet de libérer, si je puis dire, le champ et permettre d'avoir une réalité à ce projet. Et si c'est une bonne nouvelle pour les Iraniens, cela ne doit pas être une bonne nouvelle pour les Israéliens. C'est la question que je voulais vous poser, Adrien. On a vu le président Trump qui était au chevet de Benjamin Netanyahou depuis de nombreuses années. Et en revanche, sur ce plan, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un sujet de friction entre les Israéliens et les Américains ? Les Israéliens disant aux Américains « Pourquoi partez-vous ? On avait besoin de votre appui dans la région ».
Oui, j'imagine qu'il là aussi, il faut relativiser un petit peu les choses. Ce qui préoccupe essentiellement Israël, c'est la présence iranienne en Syrie aux côtés de Bachar el-Assad, et particulièrement dans les territoires qui sont limitrophes avec le Liban et avec son propre territoire, c'est avec le plateau du Golan. Ce qui se passe dans l'est de la Syrie, effectivement, Israël qui soutient généralement les projets nationaux au Moyen-Orient n'est pas forcément ravi de voir les États-Unis abandonner en rase campagne un de leurs alliés. Mais je ne crois pas que ça soit une des préoccupations majeures pour les Israéliens à l'heure actuelle. Agnès Leval. Ce que je crois, c'est que les Israéliens aujourd'hui sont quand même un peu énervés, ou en tout cas ne comprennent pas toujours ce que veut faire Trump, et qu'il y a quand même des interrogations sur la façon qu'a Trump de gérer ses affaires du Proche-Orient. Et même si effectivement la priorité d'Israël, c'est la protection du Golan, et on a vu Israël régulièrement attaquer des bases iraniennes en Syrie, à terme, le fait que les Iraniens puissent avoir une certaine marge de manœuvre parce que les soldats américains sont retirés, ça pose problème quand même aux Américains, aux Israéliens, pardon, parce que tout renforcement iranien en Syrie est un problème. Même si la priorité, c'est le renforcement iranien à la frontière avec Israël, mais à terme, le renforcement quand même de l'Iran en Syrie est une question pour Israël. Merci. Alors, on va prendre quelques-unes de vos questions, quelques-uns de vos commentaires. Farouk, Philippe nous ont posé quelques questions. Philippe nous dit par exemple « Nous n'avons pas été vraiment clairs sous Hollande en soutenant l'insurrection contre Bachar, contrairement à Poutine qui lui a été très clair sur le sujet. » Ça reprend effectivement l'un des points que l'on évoquait, la constance russe en la matière. Et puis, Respect qui nous dit « Que deviennent nos troupes sur place, donc les troupes françaises? Elles sont parties en suivant les Américains », pose comme question cet internaute. Dorothée, est-ce qu'on peut apporter une réponse ? Sur les troupes françaises, alors peut-être que la presse est mieux informée. Je sais que notre grand problème, c'était précisément d'extraire les quelques forces spéciales françaises qui sont en Syrie au plus fort de l'intervention turque. Mais bon, de toute façon, ça se négocie avec les alliés. Qui avaient besoin de cette protection américaine, en tout cas sur place. Et puis Farouk qui nous dit « L'offensive a été rapide. Est-ce annonciateur d'un véritable contrôle des Turcs dans ce dossier ?» Alors, ça pose effectivement la question de la pérennité de la présence turque sur cette fameuse bande de terre. Est-ce que là-dessus, on a un peu plus d'éléments? Alors, les Turcs se sont quand même engagés à Sochi à respecter l'intégrité territoriale de la Syrie. Or, il se trouve qu'ils sont déjà présents en 2 points du territoire syrien. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue dans cette offensive turque, qui a été aussi une réussite parce qu'elle a été très rapide et que finalement, ils ont réussi à obtenir donc, cet espace dégagé des YPG, des forces kurdes, c'est qu'on avait l'enjeu d'Idlib au nord-ouest de la Syrie, sur lequel l'armée loyaliste de Bachar el-Assad met désormais une pression maximum et qui est en passe d'être repris sur cette espèce d'enclave djihadiste qui était la dernière zone de désescalade russe qui restait. Or, les Turcs étaient en principe garants du désarmement des combattants à Idlib. Et ils ont installé des postes militaires dans la région d'Idlib, dont on ne sait pas très bien s'ils ont l'intention de la démanteler maintenant ou non. Et ça pose une question aussi plus générale maintenant, c'est la cohabitation entre tous ces acteurs qui sont présents en Syrie. Les Russes, les Iraniens, les Turcs dans le nord-est bien sûr. Ne l'oublions pas, Bachar el-Assad qui est encore président de la Syrie. Comment peut se passer... Peut-être les Américains, puisqu'ils ont dit qu'ils étaient les garants des puits de pétrole au nord-est de la Syrie. Donc on se demande encore comment ça va se produire. Pour quelques peut-être centaines d'hommes. Mais en tout cas, voilà. Est-ce qu'on peut penser que cette cohabitation va être durable, Agnès Levallois ? Je ne suis pas certaine de cela en tous les cas, parce que je pense que là, on est face quand même à différents acteurs, avec chacun qui a ses propres intérêts, son propre agenda. On voit bien que pour la Russie, ce qui est important, c'est de préserver l'intégrité territoriale de la Syrie. Ça, c'est quelque chose que les Russes ont toujours avancé, et ce qui va dans le sens, évidemment, des intérêts de Bachar el-Assad. Et c'est en cela que les Russes soutiennent Assad, parce qu'estimant que cette intégrité territoriale est vraiment quelque chose qu'il ne faut absolument pas toucher. Or, on voit que les Turcs, même s'ils respectent cette intégrité territoriale, sont quand même un petit peu présents. Mais ce n'est pas vrai qu'ils la respectent tellement clairement. Dans les faits, ils ne le sont pas. Donc, on voit bien que là, il peut y avoir quand même un moment ou un autre, éventuellement confrontation, ou en tous les cas, affrontement, on ne peut pas l'exclure. Et les Iraniens, qui ne sont pas très intéressés par la présence dans cette région du pays. Ce n'est pas ça qui les intéresse le plus. Ils veulent ce corridor, mais on voit bien que les Iraniens sont quand même beaucoup plus proches de Damas, et eux sont
Voilà, et c'est ça quand même vraiment qui les intéresse, même si le fait que ce passage soit maintenant libéré, ça fait partie des objectifs qu'avaient les Iraniens. Et sur Bachar al-Assad, justement, est-ce qu'il ne va pas être tenté à un moment de dire à ses parrains, écoutez, maintenant, merci pour tous vos efforts, mais j'aimerais bien gérer mon pays Mais il faudrait qu'il en ait les moyens. Il n'en a pas les moyens tout seul. C'est-à-dire que ce qui est clair aujourd'hui, c'est que Bachar el-Assad n'a absolument pas les moyens militaires tout seul de garder le contrôle des zones qu'il est censé contrôler. Donc pour l'instant, on le voit effectivement, il contrôle une partie du territoire, mais toute cette zone qui s'est libérée aujourd'hui, seul Bachar el-Assad n'est absolument pas en mesure de le faire. D'où l'intérêt d'avoir ce soutien, en particulier des Russes, qui lui permet d'être présent et surtout de s'attaquer à toute cette question de Idlib, qui reste quand même la question essentielle aujourd'hui. La région de Idlib, qui est cette région qui aujourd'hui est une enclave qui échappe complètement au contrôle de Assad, que les Russes bombardent toute la journée pour essayer de la libérer. Mais on voit bien que l'armée syrienne, dans tous les cas aujourd'hui, ne peut pas reprendre l'intégralité du contrôle du territoire. Idlib, où d'ailleurs Bachar el-Assad était présent mardi pour une revue de troupes assez brève et qui pourrait d'ailleurs annoncer une reprise un peu plus ferme des combats, en tout cas de l'armée. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire une reprise plus ferme quand on voit déjà la violence des bombardements et de la situation sur le terrain. Reparlons un petit peu maintenant des États-Unis et vous allez enfin écouter un extrait de cette conférence de presse hier à Washington de Donald Trump. Someone else fight over this long, blood-stained sand. Now Turkey, Syria, and others in the region must work to ensure that ISIS does not regain any territory. It's their neighborhood. They have to maintain it. They have to take care of it. Adrien, on a l'impression d'assister à une fin de cycle en écoutant Donald Trump hier. C'était une conférence de presse qui a duré une quinzaine de minutes. Et vraiment, toutes ces déclarations allaient dans le même sens. Nous ne sommes plus gendarmes du monde. Laissons ces acteurs se battre entre eux. Comment dire, est-ce que l'on accepte ça bien à Washington? On parlait de certaines réticences dans l'administration, qu'elles soient militaires, politiques, chez les Républicains, parce qu'évidemment, dès que vous laissez votre place de gendarme du monde, d'autres s'empressent de la prendre. Oui, je crois qu'il faut bien distinguer ce qui se passe à Washington, où effectivement, la capitale fédérale américaine s'intéresse aux affaires étrangères, s'intéresse à l'influence des États-Unis dans le reste du monde. Je ne suis pas certain que ce soit le cas parmi les électeurs américains. En gros, quand Trump prononce les noms des 3 pays limitrophes de la Syrie et explique que tout le monde se bat pour des hectares de sable, je pense que ça peut avoir un écho auprès d'un certain nombre d'électeurs aux États-Unis. En revanche, effectivement, à Washington, les milieux diplomatiques et militaires ne sont pas très contents d'une reculade en race campagne qui laisse en fait le champ libre à des puissances qui sont soit inamicales, soit franchement hostiles. Donc là, je pense qu'il faut vraiment avoir à l'esprit ce distinguo entre l'électorat américain, qui d'ailleurs dit dans beaucoup de sondés qui a été interrogés sur cette affaire syrienne, admettaient qu'ils n'avaient pas assez d'éléments pour en juger, et les milieux diplomatiques et militaires américains à Washington qui, eux, sont assez mécontents de voir la façon dont se termine cette expédition militaire qui, encore une fois, ne ressemblait pas aux autres. C'est-à-dire que en fait, les Américains, dans le Rojava, avec quelques milliers de forces spéciales, réussissaient à avoir un effet stratégique très, très important. En fait, avec un engagement terrestre très limité, il se retrouvait comme l'un des acteurs principaux du conflit syrien et donc de son règlement. Ce que Trump a fait, c'est finalement, il a battu toutes ses cartes et il a quitté la table de jeu sans rien obtenir en contrepartie. Et plus généralement, est-ce que vous faites cette lecture d'une fin de cycle, on va dire, de la politique étrangère américaine qui se désengage complètement du Moyen-Orient, ou est-ce que c'est plus nuancé ? Symboliquement, je pense que cette date est importante. C'est quelque chose qui marque les esprits. Les symboles ont de l'importance en politique étrangère comme dans d'autres domaines. En revanche, il faut quand même relativiser l'importance de ce retrait. Les Américains, par exemple, de retrait régional, les Américains ont envoyé des renforts en Arabie Saoudite. Ils restent très présents dans le Golfe Persique. Ils ont beaucoup de bases à travers le monde, et particulièrement au Moyen-Orient. Le départ américain du Moyen-Orient me paraît n'est pas encore à l'ordre du jour. En revanche, effectivement, symboliquement, leur volonté de ne plus s'impliquer aussi directement dans le conflit syrien, là, effectivement, ça a éclaté au grand jour.
Agnès Levallois. On voit bien qu'en fait, Trump est assez cohérent avec les déclarations qu'il fait. C'est-à-dire qu'il va là, dans des pays où il peut en retirer un avantage économique, commercial. Donc les pays du Golfe, effectivement, sont des pays avec lesquels il ne cesse de dire qu'il va signer des gros contrats, qu'il a signé des gros contrats. Il faudra voir la réalité. C'est ce qu'il disait au moment de l'affaire Khashoggi, en disant Mohamed Ben Salman, le coupable ou pas, c'est vrai qu'il y a des contrats militaires importants. Voilà. Alors qu'en Syrie aujourd'hui, effectivement, il n'y a aucun intérêt particulier à en attendre. Ce n'est pas un pays riche. S'il contrôle, ou si en tous les cas il déclare que l'armée américaine va contrôler les puits de pétrole, on voit bien que c'est pour éviter que le gouvernement d'Assad en prenne le contrôle, mais ça n'est pas pour des raisons économiques. Donc on voit bien que la stratégie de Trump est assez cohérente avec toutes les déclarations. On va là où on va pouvoir faire du business, et pour l'instant, il ne s'agit pas de faire du business en Syrie. On a encore, ce n'est pas la première fois, une petite question ONU parmi nos internautes. Alors effectivement, malgré tout, c'est choquant, nous dit un internaute, qu'un pays comme la Turquie puisse envahir une zone d'un pays souverain comme la Syrie sans que l'ONU ne dise rien. Dorothée, oui, c'est vrai que l'ONU, on l'entend rarement. L'OTAN, on ne l'entend pas non plus, mais pour d'autres raisons. Mais il y a une impuissance, on va dire, de l'ONU. Oui, alors l'ONU, elle a été très impliquée sur le dossier syrien, pas tellement pour trouver une solution diplomatique, parce qu'on a un tel imbroglio, on l'a vu, le nombre d'acteurs. On dit aujourd'hui que la Russie est un acteur dominant, mais évidemment, pour l'Iran, la Syrie sera d'autant plus important qu'ils sont aujourd'hui sous pression avec des manifestations populaires aussi bien au Liban qu'en Irak. On a un Israël qui quand même a fait 8 ou 9 frappes dans la région depuis le mois de juillet dernier. Donc on a finalement un nombre d'acteurs absolument exceptionnel dans ce conflit qui tous, comme le disait Agnès, poursuivent des intérêts très différents. L'ONU, elle a été beaucoup impliquée sur les dossiers humanitaires en Syrie. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, on a à peu près les 2 tiers de la population en Syrie qui sont déplacés ou réfugiés à l'extérieur, mais une situation humanitaire qui est en train de se tasser puisqu'on a eu une grosse désescalade en termes de conflits militaires au sens strict. Donc à part Afrin et puis aujourd'hui le Rojava, mais où finalement les pertes ont été assez minimes par rapport à celles qu'on a pu avoir à d'autres moments du conflit syrien, l'ONU est moins en première ligne. Il y a une sorte de mystère légal sur effectivement les Turcs ne cessant de répéter depuis qu'ils ont commencé leurs interventions en Syrie qu'ils respectent l'intégrité du territoire syrien alors qu'ils sont installés depuis Bouclier de l'Euphrate, depuis Afrin et aujourd'hui depuis Source de paix en territoire syrien. Mais ils disent qu'ils souhaitent s'en retirer à terme. Or, on voit très bien que l'important pour Bachar al-Assad, c'est effectivement de se libérer de l'espace, de récupérer cet espace, mais qu'est-ce qu'il va faire de cet espace, qui est un espace qui s'est vidé de sa population. Surtout si cet espace se remplit d'une population de réfugiés. Et qu'on ne peut pas pour le moment reconstruire, parce qu'on n'a pas d'argent pour reconstruire, et parce que le règlement politique n'est pas encore advenu. Donc on a une réunion du Conseil constitutionnel syrien. Exactement. Donc les Russes demandent aux Européens de s'impliquer. Pour le moment, la Syrie est sous sanctions, et les Européens ne souhaitent pas appuyer cette solution d'une Syrie qui finalement va se refaire avec un régime qui sera le même qu'avant, en à peine modifié. Merci beaucoup Dorothée Schmidt, Agnès Levallois et puis Adrien Jaume d'avoir été mes invités pour cette émission. Merci à vous, amis internautes, d'avoir commenté, posé vos questions. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau numéro d'Interaction. Ciao.